à tous, c'est Solène, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne pour un update lecture. Vous allez le voir, il est un petit peu particulier puisqu'il y a des lectures qui datent aussi bien du mois de juillet que du mois de mai pour le challenge du mois de la fantaisie. J'ai toujours pas fait de bilan, mais j'avais très envie de vous présenter certains romans qui m'ont marqué pour certains et un peu moins pour d'autres. Mais vous allez voir dans cette vidéo, c'est un update lecture qui globalement est assez positif, assez satisfaisant. Le premier roman que je vous présente, c'est un énorme coup de cœur, c'est le premier roman que j'ai lu pendant le challenge du mois de la fantaisie, je l'ai surkiffé, je l'ai adoré. Il s'agit de Serpent and Dove de Shelby Mayrin. C'est le premier tome d'une saga, le deuxième tome qui s'intitule Blood and Honey devrait sortir le 1er septembre prochain et je vous avoue d'ores et déjà que j'ai hâte de retrouver les personnages et l'univers. Dans cette histoire, on va rencontrer Louise aka Lou qui est une sorcière qui a quitté son couvent et qui vit cachée parmi les humains, puisqu'ici on est plongé dans une société dans laquelle les humains détestent d'une certaine manière et sont effrayés par les sorcières. Et donc du coup on a l'église qui a un ordre un petit peu de chevaliers qui s'appelle les chasseurs de sorcières qui persécutent, enfin pourchassent, persécutent, tuent, assassinent et brûlent les sorcières sur le bûcher. Donc vous vous doutez bien que Lou ne doit absolument pas dévoiler sa véritable identité auprès des humains, sinon elle finira brûlée vive sur le bûcher. C'est très joyeux. Sauf que, je vous le dis, c'est pas pour rien que Louise a quitté son couvent et donc du coup elle se retrouve un petit peu embarquée dans des péripéties assez extraordinaires et incroyables et son chemin va croiser celui du capitaine Red Diggory qui est un jeune officier qui est donc un chasseur de sorcières et d'une manière ou d'une autre, je vous dirai pas comment ni pourquoi etc, mais Lou et Red vont se retrouver tout le temps ensemble, plus ou moins unis l'un à l'autre d'une certaine manière et donc vous vous doutez bien que Red ne doit absolument pas découvrir l'identité de Lou, sinon elle finira brûlée sur le bûcher. C'est un premier tome qui est introductif mais qui est exceptionnel, qui est incroyable. On a une explosivité assez impressionnante avec les personnages qui sont très charismatiques, qui sont très différents. Hein. D'un côté on a Red qui est un jeune garçon qui a été élevé par l'église et qui a été formaté par l'église pour devenir chasseur de sorcières, pour tuer, persécuter, assassiner les sorcières selon des valeurs, une certaine morale qui, bon bah nous, pour certains, peuvent paraître un petit peu étrange, et de l'autre côté on a Lou qui représente en fait la jeune femme complètement décomplexée, rebelle par rapport à la société dans laquelle elle évolue, dans laquelle elle est née et qui a ses propres valeurs, qui se ficherait presque du regard des autres d'une certaine manière, qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense, qui jure comme un charretier. Donc forcément autant vous dire que quand elle va rencontrer Red ça va être un petit peu une explosion, même si elle essaie au départ de pas trop se faire remarquer, mais c'est vrai que on va se retrouver dans des situations un petit peu cocasses aussi bien avec Lou qu'avec Red et quand ils sont ensemble c'est magique. Franchement ça vaut le coup d'être lu puisqu'il y a énormément en plus de sarcasme et de cynisme et de répartie. Enfin, c'est vraiment des moments qui peuvent être très très drôles, qui m'ont fait vraiment sourire et rire à de nombreuses reprises parce que c'est aussi ce côté là un petit peu piquant, un peu mordant qui fait qu'on accroche aussi bien à l'histoire. L'intrigue en elle-même est extrêmement intrigante, franchement c'est palpitant, il se passe toujours un petit truc, il y a vraiment énormément de petites actions qui font qu'on a un peu, comment je peux vous dire ça, mais un peu des roulés-boulés et il se passe énormément de choses. On a vraiment beaucoup de péripéties qui mettent en place l'intrigue principale qui prend vraiment de l'ampleur sur la deuxième moitié du roman où vraiment là les choses commencent à bien s'accélérer. Il n'y a pas de lenteur, on n'a pas de longueur, c'est assez fluide aussi au niveau de l'écriture. La seule petite chose moi qui m'a un peu embêtée c'est qu'il y avait beaucoup de touches de français, voilà, vous savez la petite touch Frenchy qui peut être assez sympa quand on lit des romans en anglais. Bah là c'était un petit peu too much parce que l'autrice s'est vraiment inspirée du côté francophone en fait, avec des doubles sens, des jeux de mots sur certains termes, sur des prénoms, sur des noms de lieux. Enfin c'est plutôt chouette et ça donne une dimension assez sympa à l'histoire, mais j'ai trouvé que c'était par moments un petit peu à outrance. Alors je sais pas si c'était vraiment au début et que c'est assez un petit peu calmé et c'est devenu plus fluide sur la continuité, sur la fin du premier tome, ou si c'est simplement moi qui me suis adaptée au style de Shelby Mayrin, mais en tout cas voilà, je sais que moi ça m'a un petit peu dérangée, c'est pas forcément le cas des autres personnes francophones qui ont lu ce bouquin en anglais, mais je me mettais un petit peu à la place des lecteurs anglophones et je me dis
Celui ou celle qui a des notions de français, c'est très bien, mais la personne qui qui connaît pas spécialement le français, n'a pas spécialement de culture anglophone, francophone je veux dire, ça peut être un petit peu compliqué. Enfin bon, c'était un roman qui était explosif, il me tarde vraiment d'avoir le prochain tome dans les mains pour pouvoir le dévorer. Les personnages secondaires sont tous assez chouettes, franchement j'ai vraiment hâte d'en retrouver certains et j'espère qu'ils seront un petit peu plus mis en avant dans le second tome et c'était vraiment une très bonne lecture, un énorme coup de cœur. Je ne peux que vous la conseiller si vous lisez en anglais, que vous avez l'habitude de lire en anglais. Par contre, je ne sais toujours pas s'il sera publié en français, je n'en ai aucune idée, j'avais regardé un petit peu sur internet mais j'ai rien vu, donc j'espère, hein, je croise les doigts pour qu'il soit publié en français assez rapidement parce que c'est typiquement le genre de roman qui peut faire un carton et qui peut plaire à énormément de personnes. Le deuxième roman que je vous présente, c'est également un roman que j'ai lu pendant le challenge du mois de la fantaisie, sauf que c'est typiquement le genre de lecture, vous savez pas si vous l'avez apprécié ou pas, et 3 mois après l'avoir lu, je vous avoue que je suis toujours dans le même état. Il s'agit de Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson. C'est un roman qui devrait normalement paraître en français cet automne. Alors je crois que c'était prévu pour septembre chez Bragelonne, mais avec la Covid, je sais pas si ça a été décalé, retardé ou quoi, donc à vérifier. De toute façon, vous avez toutes les infos dans la barre de description juste en dessous. Et dans cette histoire, eh bien, comment vous dire que j'ai pas du tout accroché avec l'héroïne. Dans cette histoire, on va rencontrer une jeune femme qui s'appelle Elisabeth. Elisabeth qui n'a qu'une idée en tête et qui n'aspire qu'à une chose, c'est de devenir une warden. Une warden ou un warden, c'est un guerrier, une guerrière, un protecteur si vous voulez, qui va... comment on dit en français? Vouer, qui va vouer sa vie, oui c'est ça, ouais ça doit être ça, qui va vouer sa vie à protéger en fait les grandes bibliothèques, puisque ces grandes bibliothèques renferment des grimoires qui pour les plus puissants peuvent se transformer en monstres et donc du coup tout détruire sur leur passage. Sauf que c'est sans compter sur le fait qu'Elisabeth va se retrouver au cœur d'un complot dans lequel il y a un grimoire qui a été libéré, qui a été détruit, et donc du coup on va l'accuser et la seule personne en fait vers qui elle va pouvoir se tourner et demander de l'aide n'est autre qu'un sorcier qui s'appelle Nathaniel Thorne et qui est assez mystérieux, assez étrange, mais son serviteur Silas l'est d'autant plus, sauf que, chose que je ne vous ai pas encore dite, c'est que dans cet univers, et pour Elisabeth en fait, on lui a toujours répété que les sorciers étaient mauvais, que les sorciers étaient malveillants, qu'ils étaient tous vils, qu'ils étaient tous méchants, orgueilleux, enfin bref, ils avaient les pires défauts de la terre, mais vraiment tu sens que c'est vraiment d'entrée de jeu, que ce sont des personnages, des personnes, des êtres vivants auxquels il faut pas se frotter quoi, il faut pas les approcher. Donc du coup Nathaniel n'est pas forcément d'accord non plus pour aider Elisabeth au départ, et Elisabeth va se retrouver encore au milieu de complots, va réaliser qu'il y a d'autres complots qui approchent, et d'un truc d'une ampleur assez incroyable, elle va décider de mettre le pied dedans et de faire éclater la vérité. Donc du coup elle se retrouve embarquée dans d'énormes péripéties et voilà un petit peu près pour le résumer dans les grandes lignes, bien que je pense que je vous en ai dit beaucoup sans vous spoiler forcément, je vous rassure. Je vous l'ai dit, j'ai pas spécialement accroché avec ce roman parce que je n'ai notamment pas du tout, mais alors pas du tout accroché avec Elisabeth. Pourtant elle a rien qui fait qui aurait vraiment pu m'agacer, m'énerver au point où j'ai vraiment pas accroché avec elle, mais quand vous passez d'une héroïne comme Louise dans Sarah Pinton Dove à une héroïne comme Elisabeth dans Sorcery of Thorns, on a un fossé en fait, et c'est vrai que je ne m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à plus d'action, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de longueur. Alors certains trouvent qu'il y a suffisamment d'action dans ce bouquin, moi j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de longueur. J'ai un cerveau qui est très visuel aussi, et c'est vrai que j'ai pas été aidée par les descriptions. Alors contrairement par exemple au roman que je suis en train de terminer là, Les Archives de Rorschach, où je trouve que Brandon Sanderson qui est un beau pavé, hein, c'est un beau bébé ce roman. Brandon Sanderson a vraiment un style qui fait que c'est très visuel et on arrive très facilement à voir les choses, la façon dont c'est décrit, on imagine très bien, comme si c'était, vous savez, une bobine de film qu'on déroulait et on voyait vraiment comme si on regardait un film au cinéma. Là c'était absolument pas le cas dans Sorcery of Thorns, c'est à dire que Elisabeth
enfin le style en lui-même de Margaret Rogerson, j'ai pas du tout accroché, j'ai trouvé que c'était je sais pas, j'ai pas les termes, je vous jure, je suis vraiment mitigée par rapport à ce bouquin parce que il a vraiment du potentiel, il y a certains personnages qui sont très intrigants, j'ai adoré le personnage de Silas, donc qui est le serviteur de Nathaniel, qui est un personnage très intriguant, mais d'un autre côté on devine vite qui il est et j'ai trouvé qu'il n'y avait pas forcément assez de mystère non plus, c'était pas, enfin il y a des choses qui se devinent trop facilement et c'est un petit peu dommage, ça enlève le côté un petit peu mystérieux que peut avoir le bouquin et c'est vrai que ce livre en lui-même, je pense qu'il peut avoir du potentiel, mais en tout cas je m'attendais pas du tout à ça et c'est ce qui m'a un petit peu gênée et dérangée j'ai trouvé qu'Elisabeth n'était pas forcément l'héroïne la plus chouette à suivre, pas forcément la plus cohérente non plus, donc c'est vrai que voilà, c'est un bon moment de lecture mais c'était pas transcendant non plus. Et c'était aussi voilà un roman dont la fin est facilement devinable, donc c'est un peu dommage de ce côté là, voilà. On poursuit très rapidement avec les tomes 11 et 12 de Waiting for Spring de Hannah Shin. C'est un shoujo que j'affectionne tout particulièrement parce que c'est extrêmement mignon, c'est tout doux, c'est très réconfortant, ça fait vraiment du bien de lire ce genre d'histoire, les dessins sont hyper chouettes et ça faisait vraiment du bien de me replonger dans cette saga parce que je n'avais pas la dernière, enfin j'avais lu le tome 10 déjà quelques semaines, quelques mois après sa sortie, donc j'étais vraiment pas à jour. Là je suis à jour, c'est lu, c'est apprécié. Je vous refais vite fait un petit pitch pardon, du premier tome. C'est l'histoire d'une jeune fille en fait qui va se lier d'amitié avec les garçons du club de basket de son lycée, sauf que on va avoir une petite romance qui va plus ou moins commencer. En même temps elle revoit quelqu'un de son passé qu'elle ne pensait pas revoir et elle est hyper surprise parce qu'elle découvre des choses sur lesquelles elle avait faux en fait depuis le début, sur lesquelles elle s'était trompée depuis le début et c'est sans compter sur le fait que il y a une règle qui a été imposée par l'entraîneur des garçons, donc l'entraîneur de l'équipe de basket, qui fait que les joueurs n'ont pas le droit d'avoir de petites amies pendant la période pendant laquelle ils sont dans le club, parce qu'ils doivent vraiment se concentrer sur le club de basket. Et donc du coup ça vient un petit peu contrarier les plans et enfin bref, je vous en dirai pas plus, c'est vraiment une histoire toute mignonne que je vous conseille fortement. Un petit peu dans le même délire, on a qui est pas aussi doux, qui est beaucoup plus piquant. On a Cheeky Love, je suis pas du tout à jour donc faudrait vraiment que j'achète la suite, mais en tout cas Waiting for Spring est un incontournable si vous aimez les shoujo et que vous hésitez à vous lancer, franchement foncez. Et enfin le dernier roman que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est le premier tome de la saga de Alison Germain aka Lily Bookin. Vous la connaissez sûrement pour son compte Instagram et sa chaîne YouTube. Donc c'est Le Souffle de Midas, le premier tome des Chroniques d'Homéride. C'est un roman que j'avais depuis très longtemps dans ma palle puisque je l'avais même précommandé et qu'il était dédicacé quand je l'avais reçu. Et je sais pas pourquoi, il date de 2017, ouais donc j'ai bien mis 2 ans et demi à le lire quand même, si c'est pas 3 ans. Et j'ai surkiffé ce premier tome, je l'ai trouvé hyper chouette. Alors c'est pas complètement un coup de cœur parce que j'ai trouvé que ça allait peut-être un peu vite sur certains points, mais j'ai trouvé le personnage principal incroyable, j'ai aimé l'action, les péripéties dans lesquelles on se retrouvait, ça va à 100 à l'heure, il se passe toujours un truc et en même temps on en apprend beaucoup, j'ai bien aimé l'évolution des personnages, enfin c'est vraiment un super premier tome si vous voulez vous lancer. Dans cette histoire on va rencontrer Louise qui est une jeune étudiante qui se rend compte que le jour où elle va croiser le chemin d'une inconnue, sa vie ne sera plus jamais la même puisque cette inconnue est un petit peu particulière et depuis ce jour Louise transforme en or tout ce qu'elle touche. Personne ne semble la croire sauf un mystérieux jeune homme qui s'appelle Angus Fitzgerald si je ne dis pas de bêtises, donc Angus qui commence à lui raconter un petit peu le mythe de Midas, donc ce roi qui pouvait changer les objets en or, et c'est à ce moment là que Louise se rend compte qu'elle est un petit peu au centre encore une fois d'un complot si je puis dire, et sa vie et celle de ses proches est plus ou moins en danger, donc elle se lance dans une aventure pour pouvoir apprendre à maîtriser ce don ou cette malédiction d'une certaine manière et franchement ça a été un premier tome qui était hyper chouette. Je l'ai lu très rapidement, il se lit très vite, il est pas très épais, il fait à peu près 200 pages, 260
et quelques pages, 270 pages à tout péter. Franchement il est très très chouette, je peux que vous le conseiller, il est vraiment prenant, intriguant, c'est palpitant et je vais acheter le tome 2. Je crois que Lily est encore en train de travailler sur le tome 3, il me semble pas qu'il soit sorti, mais en tout cas je l'ai adoré et il est toujours disponible aux éditions du Chat Noir, donc si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas, et je crois qu'il est même, ça serait étonnant qu'il soit pas disponible en ebook, donc n'hésitez pas. Encore une fois je vous laisse le lien de la maison d'édition dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. J'en ai terminé avec cette vidéo, je vais aller rallumer Hector qui n'est autre que mon ventilateur parce que je vous avoue que là je suis en train de mourir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez lu certains des romans que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me dire ce que vous en avez pensé. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes de passer de très bonnes lectures, un bel été et je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Ciao!